L'Exera, en fait, j'ai d'abord grand plaisir à dire que l'Exera, les 3 intervenants de ce matin, représentés GRT Gaz, EDF et Framatome, qui sont tous les 3 membres de l'Exera. Donc ça, c'est plutôt un sujet de satisfaction. Alors l'Exera est une association qui ne regroupe que des exploitants d'équipements de mesure, régulation, automatisme. Et à cet égard, donc, nous n'avons aucun fabricant, constructeur, fournisseur de produits, solutions, services, etc., parmi nos membres. Évidemment, certains d'entre eux développent des solutions en interne pour leurs besoins propres. Et voilà. Donc la finalité de l'Exera, qui est quand même une association qui a plus de 40 ans d'existence, est de permettre à ses membres de partager un certain nombre de heures et malheurs, pour autant qu'ils puissent en parler, de mettre ça en commun et d'essayer ensemble de trouver des solutions à cela. On a essentiellement 2 types d'activités. Donc d'abord quelques chiffres, c'est environ une 30aine de membres qui sont tous de grands groupes industriels, plus quelques centres d'expertise LNE, INERIS, INRS, etc. Et c'est une dizaine de commissions techniques qui portent chacune sur des thématiques qui intéressent nos membres. C'est environ 60 à 70 réunions par an, avec une centaine d'experts qui sont des salariés de nos membres. Voilà, ça ce sont quelques chiffres pour donner un peu notre positionnement général. Ensuite, l'Exera et la cybersécurité. Alors la cybersécurité est un thème qui en fait mobilise les membres de l'Exera depuis maintenant pratiquement 5-6 ans. Et je pense qu'on reviendra sans doute dans cet échange. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on peut, parce qu'on a présenté l'Exera, on n'a pas encore présenté Jimelec, même si on a eu une première question. Un dernier point quand même, j'avais prévu que Philippe ne nous passe pas beaucoup la parole. C'est 600, c'est aussi une bibliothèque de plus de 600 rapports d'évaluation, guides de bons usages, qui sont mis à disposition de nos membres. Voilà. Cher Yann, your turn. Yann Bourgeois, présentation du Jimelec. Merci Philippe, merci Delphine. Donc le Jimelec, alors très rapidement, 200 membres, une organisation professionnelle qui regroupe effectivement cette fois-ci des offreurs, donc de services, de solutions avec l'ADN autour des métiers de l'automatisme et d'électrotechnique. Mais là, on va parler de cybersécurité. Donc, nous avons lancé en 2020 au sein du Jimelec ce club Cyber OT. On a repris effectivement les activités de ECC4U, qui est un cluster qu'on avait lancé dans la région lyonnaise, autour de ces métiers de la Cyber OT. Cyber industriel, je pense qu'après, on fera peut-être un point de vocabulaire entre Cyber OT et Cyber industriel. Et donc, on a repris ces activités. Le club ECC4U a duré de 2017 à 2019. Donc ça fait maintenant plus de 18 mois qu'au sein du Jimelec, nous avons lancé ce club, plus de 30 membres. On continue à recruter des offreurs de solutions, de technologies et de services. Donc vous êtes les bienvenus et avec Rodolphe aujourd'hui, on a prévu de recruter de nombreux membres. Et donc l'idée est vraiment de faire grandir la filière sur ces sujets en maturité. Voilà, donc on est très complémentaires de l'Exera. On le sera aussi, je pense, du Césin et on va en reparler puisqu'on est très proche des RSSI, mais également des opérateurs qui sont nos clients. Alors là, on parle de cette révolution industrielle, la 4.0, avec des usines entièrement connectées, donc une force de numérisation là qu'on ne peut plus arrêter. Quelle est la place aujourd'hui, selon vous, Philippe Genoux, de la cybersécurité dans cette dynamique de révolution industrielle ? Écoutez, je crois qu'en fait, le propos a été bien introduit par Vincent Rioux ce matin. Et il peut se résumer en, malgré tous les attraits, les enjeux que peuvent représenter l'usine du futur, Industrie 4.0, la 4e révolution, etc., si les offreurs et si les exploitants ne sont pas suffisamment rassurés sur la sécurité informatique de ces ensembles, ce sera un frein considérable à la réalisation effective et à l'intégration effective de tous ces systèmes dans les usines et dans les sites industriels. Je voudrais de ce point de vue-là rappeler que
un des gros problèmes auxquels sont confrontés nos membres et les industriels en général, c'est que on part pas d'une usine projet vert, Green Project, on part bien souvent d'une usine existante, d'un site qui fonctionne, et donc se pose la question, n'est-ce pas, de la transition entre un état qui est ce qu'il est, qui peut être décrit par des cartographies, etc., et puis l'état de sécurité et de sûreté qu'on est en droit d'attendre pour pouvoir effectivement connecter le site à l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Donc place de numéro 1 dans l'intention, après reste à voir si elle tient cette place de numéro 1 aujourd'hui dans les faits. Quel est le niveau de maturité selon vous de l'industrie sur ces sujets ? Alors, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la cybersécurité industrielle. Vous avez entendu parler de Stuxnet dans les environnements nucléaires et donc au sein de Schneider Electric on a été touché par rebond, nos collègues de Siemens et puis Schneider, il a fallu répondre, réagir sur nos produits, mais également, finalement, nous avons construit une offre de service en la matière. Donc là, c'est l'expert qui parle au sens où, finalement, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses, mais ça a vraiment bougé ces 2-3 dernières années, la maturité, notamment des industriels. Donc tout ce qui est, Philippe le disait, cartographie, inventaire, ça s'est forcément accéléré. Beaucoup d'offreurs, on voit pas mal de logos à ma gauche, nous permettent de faire des cartographies maintenant, d'aller assez vite sur les sites pour voir finalement ce qu'on a dans les armoires électriques. C'est finalement ce que les clients attendent, de se dire qu'est-ce que j'ai comme équipement, parce que je ne sais pas, je dois me protéger, d'accord, mais quel matériel, quelle version, etc. Donc ça s'est fortement accéléré. Certains de ces industriels sont maintenant dans des projets de sécurisation après avoir évalué le risque. On parle de sites pilotes, tout à l'heure je crois on parlait de proof of concept, ça on a dépassé aussi cette phase-là, on est vraiment dans le déploiement des solutions. Alors, on peut être une PME et avoir un seul site, mais on peut être une ETI et avoir une organisation avec plusieurs usines aux 4 coins de la planète, et pour autant, il faut sécuriser l'ensemble de ces sites. Donc ces programmes-là sont lancés. Je pense que ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des projets IT, ce sont des programmes d'entreprise. J'insiste réellement. Il faut le support du top management, Olivier le disait en parlant du COMEX. Il y a des financements à mettre, bien sûr, mais il faut aussi aller chercher les responsables de la supply chain, du risk management, etc. Et en ce sens, également, l'industrie s'est structurée. Maintenant, le vrai problème qu'on constate, c'est une fois que ces usines se sont sécurisées, alors on parle d'usines, on pourrait parler de bâtiments tertiaires, de data centers, etc. On reviendra dessus, je pense, mais là maintenant, une fois qu'on a fait cette première phase de sécurisation, comment on maintient ça dans le temps ? Donc ça, c'est la vraie question à laquelle aujourd'hui tout le monde finalement tente de répondre. Et il n'y a pas une seule. Vous pensez qu'on en est déjà là? Ah ouais, sur la partie industrielle, on a bien avancé, mais réellement la sécurisation multisite, worldwide, une fois qu'on a passé la phase de déploiement, comment on maintient ça avec des automaticiens qu'on a dans nos équipes, et puis à l'autre bout des acteurs IT qui gèrent un SOC, qui sont du coup très teintés IT, moins teintés métier, ça va de soi. Il faudra réconcilier ces deux populations, évidemment. Mais beaucoup d'acteurs en sont là et sont donc au milieu du gué. Je pense qu'effectivement, le JMLEC a un rôle à jouer aussi sur ces offreurs de services et de technologies en la matière, en se rapprochant notamment de l'Exera pour comprendre ce qu'attendent les membres de l'organisation de Philippe, et en discutant aussi notamment avec le CESIN et ce qu'attendent les RSSI de grands groupes qui ont à leur niveau à gérer la sécurité globale de l'entreprise, qu'elle soit IT ou OT. Il n'y a pas de distinction. Le RSSI a ce mandat IT ou OT. Vous êtes d'accord avec ce constat, Philippe Genoux ? Je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Je rajouterai quand même peut-être un élément supplémentaire qui est l'impact de la réglementation et de la législation. N'oublions pas que finalement, au-delà des alertes qu'ont constituées les attaques Stuxnet, Petya, etc., je crois qu'il y a eu une prise de conscience également au niveau des gouvernements, au niveau des États, sur l'urgence qu'il y avait à franchement progresser sur le sujet. De ce point de vue-là, ça a commencé, c'est bien évidemment avec la LPM, et vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous, la LPM 2013. Bon, il y a eu maintenant la directive européenne Nice, qui a eu sa traduction, sa transposition en droit français. Bon, l'ANSSI a fait un travail considérable pour décliner un certain nombre de décrets sectoriels à partir de la LPM. Donc, je veux dire, certains d'entre vous relèvent des OIV, c'est une liste qui est confidentielle, donc on n'en donnera pas les membres, mais ceux-là, de toute façon, n'ont pas le choix. Ils doivent se mettre en ligne, enfin en règle avec les obligations qui figurent dans la loi. Donc oui, il y a l'offre qui a évolué, il y a une prise de conscience des acteurs, mais il y a également, quand même pour certains d'entre eux, un environnement législatif et réglementaire
et voilà, qui quand même les Et- aurait et- fait et Ce qui bouger. fait que la maturité, du coup, va évoluer, effectivement. Absolument. Parce que comme ils n'ont pas le choix, ils doivent y aller, mais ça a aussi tiré le reste des opérateurs vers cela, et la maturité continue de se poursuivre. Effectivement, on est au milieu du gué. Dans l'IT, on parle beaucoup de MSSP, de service manager, des opérateurs qui opèrent ces infrastructures et la sécurité de ces infrastructures dans le temps. C'est là que les deux mondes vont se rejoindre finalement. Qu'est-ce qu'on va faire de cette cybersécurité OT une fois qu'elle est installée dans cette phase dite de build? Comment on va gérer le run en fait, hein? C'est clairement ça le sujet. Et puis, vous l'avez évoqué déjà, Philippe Genoux, des installations déjà existantes. Comment est-ce qu'on peut aider les industriels à se mettre à niveau sur les questions cyber? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux, deux niveaux de réponse possibles à cette question, hein, qui est une question épineuse, hein, et vraiment complexe. La première, c'est, je dirais, aux gens comme Schneider, Siemens, Rockwell, enfin tous les grands fabricants d'automates, qui ont cet historique de voir comment, effectivement, au travers de leur offre, ils peuvent offrir, je dirais, un accompagnement pour des gens qui ont déjà des installations existantes. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, il y a au niveau même des entreprises, eh bien, c'est faire ce diagnostic sur ce qui peut être fait. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur, n'est-ce pas, les impacts de formation, de montée en puissance, qui font que, au-delà des installations proprement dites, l'environnement humain soit bien pris en charge et accompagné dans tout ceci. Il y avait une autre question qu'on a commencé à aborder, c'est ce dialogue entre l'IT et l'OT, hein, entre la protection des données et la protection finalement des systèmes opérationnels. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce dialogue, même si vous dites que c'est les mêmes équipes? Alors, ce ne sont pas les mêmes équipes. Enfin, vous disiez mais- le RSSI ouais, a en ouais. charge finalement l'ensemble. Mais les gens de l'OT diront que les gens de l'IT sont tatillons, et les gens de l'IT diront que les gens de l'OT gardent leur précaré et que forcément c'est leur métier et qu'ils ne se comprennent pas, etc. Donc on vit ça tous les jours, dans les usines notamment, mais ça se transpose aux bâtiments, etc. Dans le terme OT, je pense qu'il faut bien enlever cyber-OT, cyber-industriel. On va retrouver l'ensemble des infrastructures, routières, portuaires, ferroviaires, aéroports, bâtiments, tertiaires, data center. Un data center, c'est un système connecté avec beaucoup de systèmes OT. Ne voyons pas que la partie haute d'un data center avec la protection de la donnée, on va dire IT. Un data center, si je coupe S'il l'alimentation prend feu, par électrique, exemple. voilà, par exemple, on a un exemple, mais si je coupe l'alimentation électrique ou si je viens toucher aux centrales de traitement d'air, je peux avoir un vrai souci sur le refroidissement des équipements et donc potentiellement perdre la donnée. Donc c'est une multitude de systèmes OT. Et d'ailleurs au niveau du club, on s'est dit que pour se rapprocher des gens de l'IT, pour mieux se comprendre, il fallait avoir une approche sectorielle. Alors la crise a mis le projecteur sur les hôpitaux, mais on avait déjà dans le club de longue date la volonté d'essayer d'évangéliser le sujet sur ce qu'est un hôpital en regardant le nombre de systèmes OT qu'on peut retrouver dans un hôpital. L'idée ensuite de structurer ce que pourrait être une architecture sécurisée dans un hôpital et également prendre la température et le pouls de ce qu'est le quotidien des RSSI, de centres hospitaliers, de CHU. Donc c'est ce qu'on a fait au sein du club en ayant des interviews avec une dizaine de RSSI. Et c'est comme ça finalement qu'on va rapprocher les deux populations, parce que les RSSI étant purement IT, quand ils voient que des acteurs de l'OT ont bien compris leurs problématiques et qu'on est sur une approche segment et non plus généraliste, là ça fonctionne. Donc on a la volonté de le faire avec d'autres types d'associations métiers. On pense à la mobilité électrique avec l'AVER par exemple, qui est une association dans le monde milieu automobile. Donc ça, je pense que ça va permettre aux gens de l'IT de comprendre que les gens de l'OT se rapprochent d'eux avec une connaissance de leurs problématiques. Je pense aussi à l'inverse que les gens de l'OT doivent progresser sur les technologies IT qui arrivent dans les usines aujourd'hui. Il y a quelques années, on aurait dit qu'une infrastructure industrielle mise dans le cloud, ça n'aurait pas de sens en termes de sécurité, de disponibilité, intégrité. Je vous passe l'ensemble des freins qu'on peut avoir dans une usine. Force est de constater qu'on peut avoir maintenant des infrastructures qui ne soient plus hébergées physiquement dans les usines. C'est quand même un peu le sens de l'histoire. Bien entendu, il y a beaucoup de débats autour de cela, mais néanmoins, pour déployer plus rapidement sur 10, 20, 30, 50 usines, vous allez avoir des RSSI qui vont ouvrir l'idée que ces infrastructures-là puissent exister.
Ça va aussi avec peut-être une nouvelle génération de RSSI, on le constate. Donc je pense que les acteurs de l'OT doivent aussi s'ouvrir à cela. Et donc si chacun fait un pas vers l'autre, je sais que ce n'est pas tous les opérateurs qui veulent voir des données en dehors des usines, j'en ai conscience, Philippe. Mais voilà, la vérité est au milieu, je pense. Une réaction, Philippe Genoux? Je voudrais dire que au sein d'Exera, on a une commission technique qui est spécifiquement dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels. Ça fait 5 ans que cette commission vit. Yann, d'ailleurs, est intervenu devant cette commission il y a un certain temps. On se réunit à peu près une fois tous les 2 mois. C'est à peu près une 50aine de sociétés porteuses de solutions, produits, services en cybersécurité qui sont venus plancher de façon justement à faciliter cette imprégnation. Mais alors, ceci étant, évidemment, dans cette commission, on n'a pas tous les personnels de nos adhérents qui sont présents. Ce sont un représentant par adhérent. Ça fait à peu près 12 à 15 personnes qui sont présentes. Donc, quand même, je voudrais avoir un message un petit peu optimiste. Je trouve que les choses évoluent. Alors, c'est sous la pression des événements, sous la pression de la réglementation, sous le fait que les entreprises au niveau des COMEX maintenant ont mis un petit peu les entreprises sous tension. Mais je trouve qu'il y a quand même des éléments qui laissent penser qu'on va dans le bon sens. Voilà, quand même. Il faut accélérer la formation. On en a parlé tout à l'heure. On parlait de sensibilisation, d'évangélisation il y a quelques années, mais là maintenant c'est réellement aussi, il faut qu'on se rapproche. On en parle beaucoup au niveau du GIMELEC, mais il faut se rapprocher du monde universitaire, des grandes écoles. Il y a des formations qu'il faut dédier à cette cyber-industrielle. Il nous a fallu, côté Schneider, une dizaine d'années pour avoir essuyé les plâtres entre nos produits, nos usines et des offres de services, ça va de soi, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Tu citais Siemens, je pourrais citer d'autres entreprises aussi. Voilà, et on manque cruellement d'experts. Il faut que post-bac, on aille les chercher dans les écoles, d'une part, et d'autre part également, je pense en termes de formation continue. Pour beaucoup, je reprends encore l'exemple de notre entreprise, qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur, on les oriente vers des Master 2 spécialisés sur ce sujet. On sait qu'ils auront du boulot pour les 15 ou 20 prochaines années, sans problème. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos 2 invités? Lumière. Oui, monsieur. Alors, oui, on vous entend bien, je crois. Vous avez juste abordé très rapidement le cloud et on a l'impression que c'est un duel entre de l'IoT au système industriel. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a toute l'infrastructure numérique. Des grands mouvements qui sont en train de se faire aux États-Unis sur l'Edge, la 5G, en Chine, etc. Et il n'y a pas un mot là-dessus. Non, pas par rapport au temps que nous avions, mais alors au nom du club, on en discute et nécessairement c'est un axe sur lequel on veut travailler. Si je reprends maintenant la casquette de Schneider Electric pour vous donner vraiment malgré tout un éclairage d'un industriel, enfin Schneider c'est quand même 200 usines, 100 centres de distribution dans le monde et on a ces problématiques. On aurait pu parler du programme de cyber et de déploiement cyber-OT dans nos usines. Mais aujourd'hui, si on regarde le lien avec l'usine 4.0, ces objets connectés et la donnée, on est sur un modèle effectivement hybride, c'est-à-dire une dimension edge de stockage local sur une donnée qui peut être soit sensible, soit nécessairement disponible. Et donc effectivement, l'ouverture à la 5G, etc., ça peut avoir du sens lorsqu'on regarde ça globalement. Mais on a aussi la capacité de mettre cette donnée dans du cloud et donc des data centers, pas nécessairement régionaux, mais plutôt nationaux et internationaux, parce qu'on imagine que cette donnée, on n'en a pas l'utilité passée 1 mois, 3 mois ou autre. On a commencé cette stratégie avec toute notre donnée de nos smart factories, c'est-à-dire nos usines que nous avons transformées avec les objets connectés. Et on a, au-delà des données de production, d'abord mis en place cette stratégie d'hybridation de la donnée autour des données de nos smart factories. Donc ce que je veux dire, c'est que ce mouvement-là, de fait, j'imagine que d'autres opérateurs l'ont également, ont pris cette partie du chemin. Et on voit quand on discute avec nos RSSI, aujourd'hui, c'est des sujets, voilà, ils gèrent des infrastructures IT, et c'est de plus en plus proche de ce qu'on peut trouver dans le monde industriel. Voilà. Oui, Philippe Genoux, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rebondir sur la question de monsieur et sur ce que vient de dire Yann pour dire que au sein de l'Exera, un grand problème commun à l'ensemble des personnes qui sont dans cette commission, c'est d'être en mesure de spécifier auprès de fournisseurs d'offres, produits ou services,
et effectivement le cloud fait partie de ces services. Comment couvrir le volet cybersécurité dans les dossiers de consultation? Et donc nous avons entrepris maintenant depuis maintenant 18 mois un travail qui consiste à élaborer des guides d'aide à la rédaction du volet cybersécurité pour les dossiers de consultation. Alors on couvre les maintenances, on couvre les conception, déploiement, les états des lieux initiaux, également ce qui est exploitation externalisée. Et dans exploitation externalisée, on va retrouver les services de cloud, plus les SOC externalisés, etc., etc. Donc on a effectivement, ça fait partie des sujets qui, pour nos adhérents, sont un véritable, et je pense que de ce point de vue-là, on aurait certainement tout intérêt à voir comment, avec le Gimelec, travailler ensemble de façon à ce que ces cahiers des charges, entre guillemets, soient, je dirais, partagés, de façon à ce qu'on ne parte pas sur on reste sur des choses réalistes. Donc cette première journée CFI signe un travail commun entre vos deux organisations. Disons qu'on se voit par caméra interposée depuis des mois, voire des années, donc c'est bien de se revoir physiquement. Donc il va y avoir des annonces sur ces 3 jours, Delphine. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.